Vous qui nous regardez, là où vous êtes, devant votre chaîne préférée, Canal 10, regardez votre émission Éco-Club. Merci. Merci d'être là. Merci aussi pour tous les youtubeurs qui sont et les accros des réseaux sociaux, les followers, comment on les appelle. Merci, merci. Un bonjour bien appuyé, salut bien appuyé à nos amis qui sont actuellement absents. Je parlerai de Mandré, de Nico, d'Edouard et des autres, n'est-ce pas, qui souhaitent bien être avec nous pour Éco-Club. Mais là où ils sont, ils peuvent tout à fait nous regarder. Alors, la fois dernière, Éco-Club vous a présenté ce que j'ai appelé le buzz de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous poursuivons un petit peu dans cette dynamique parce qu'il y a des questions qui nous préoccupent depuis quelque temps ici en Guadeloupe. Vous allez donc vous en rendre compte en écoutant bien entendu cette introduction que je vais présenter. Guadeloupe, Martinique, Guyane, sur ces terres françaises, le climat social est d'être serein dans ce contexte de pandémie. Je parle bien entendu du Covid-19. La vaccination censée protéger des vies contre des formes graves du Covid, dixit les experts français et internationaux, est au centre d'une polémique qui divise les populations. Pro-vax, anti-vax, défenseurs des libertés. L'État, dans le cadre de ses compétences en matière de santé, est soucieux de préserver les équilibres fragiles. Use d'abord de la pédagogie et rappelle que les lois seront appliquées sur l'ensemble du territoire national dès que la situation l'exigera. Dans ce contexte, médecins et autres professionnels de santé sont soigneusement informés. Les contrevenants s'exposent à des fermetures de cabinets et à des mises à pied sans salaire. Les esprits s'échauffent, les tensions montent. Alors, nous échangerons sur cette actualité. Nous parlerons aussi de la jeunesse dans une approche, je dirais, comparée. Jeunesse d'hier, c'est-à-dire génération post-30 glorieuse, jusqu'à la fin des années 70, jeunesse d'aujourd'hui, génération post-80 à ce jour. La fracture intergénérationnelle est très nette. Il s'agira de l'expliquer. C'est un sujet qui se justifie dans l'actualité du moment. Je regarde par exemple cette affaire, l'affaire Jade. Et voilà. Si nous avons le temps, bien entendu, nous aborderons, nous parlerons des élections présidentielles en France. Et vous le savez, chers amis, vous avez cette liberté, vous voyez, Éco-Club, d'orienter le débat comme bon vous le semble, même s'il y a une colonne vertébrale qui se dessine dans cette introduction. Voilà donc le cocktail. Alors je suis très content de vous voir aujourd'hui. D'abord, monsieur Raymond Ramaille, qui est toujours avec nous régulièrement. Bonjour à vous, Ramaille. Bonjour, monsieur Semou. Bonjour à tous les amis qui nous regardent, aux amis du plateau, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France hexagonale. Comme tu disais, les réseaux sociaux, Internet. Donc bonjour à tous et bon dimanche. À monsieur Raphaël. Oui, monsieur Raphaël, bon Dieu, que de gloire. Bonjour à tout le monde et tout particulièrement à Masoka, qui se reconnaîtra, qui nous regarde loin d'ici, mais qui est en direct et qui va être content de voir son tonton. Et bien entendu, René Beauchamp,
fidèle. Merci d'être là. Je sais que c'est pas toujours facile. Non, mais pas de problème. Bien bonjour à tout le monde, bien bonjour à tous ces camarades qui sont là, Nico, tous les autres. Et bien bonjour à tout le monde qui a écouté nous, qui a l'habitude d'écouter nous et qui a envie d'écouter nous. Nous espérons nous à la hauteur pour opérer, continuer. Et nous revoyons qui nous avons débattu sur 10 jours des situations à pays là. Parce que à vie en moi, c'est là tout le gros problème là, c'est une situation à pays là, sur 10 jours, pour voir qui gens nous peut trouver un chemin pour sortir en bas blague et noir d'ailleurs. C'est bien dit. Je vous demandais, chers amis, de me permettre quand même de laisser un clin d'œil à quelques personnes, des familles, parce que vous savez, chez nous, nous avons, enfin, en Guadeloupe, beaucoup de décès. Et je pense, à cette semaine-là, j'ai entendu, il y a des mortalités, on pourrait dire aussi des Guadeloupéens qui se sont ancrés dans le secteur qui fait le leur. Je pense à Léon Lebrun, n'est-ce pas? C'était un homme défenseur de la culture. On lui a consacré des moments, je dirais, tout à fait à la hauteur de ce qu'il fut, de son vivant. Je pense aussi à deux Mouliens qui nous ont quittés. Il y a le jeune Châteauneuf, de son prénom Jean-Marie, ses parents sont très impliqués dans le monde de l'automobile. Il y a eu un accident à Jarry. Et je pense aussi à un ami, nous avons grandi ensemble, dans la même commune, le Moule, voisin, c'est Jean Mazaniello. À tous ses parents, condoléances. Et plus loin de chez nous, vous avez sans doute entendu parler d'un grand journaliste de TF1, qui est Emmanuel de la Taille. C'est un journaliste de l'envergure je dirais, d'El Kabash. El Kabash faisait la marche du siècle. Et lui, Jean-Marie de la Taille, avec De Clouzet, présentait à l'époque l'enjeu. Je dis ça pour ça parce que tout simplement, sans monopoliser la parole, puisque l'état sera à vous, c'est que tout simplement, je me rappelle à un moment donné, quand j'étais dans mon parcours en France, les dernières années d'études, il y avait un chargé de cours de marketing et communication qui nous imposait de suivre cette émission, les enjeux, et de faire chaque semaine une réunion en langue étrangère, parce que c'était un truc international, voilà. Et c'est pour vous dire que l'émulation, pour parler de tapis la fois dernière, ça vient aussi de là. C'est des gens qui portent des idées, voilà. Alors salut à l'occasion de toutes ces disparitions. Alors nous revenons donc à nos préoccupations du jour. Alors messieurs, vous avez assisté, vous avez vu, entendu parler de l'actualité cette semaine, les tensions autour du Covid, des décisions judiciaires, des mobilisations, les anti-vax. Alors en Martinique, il y a une réaction, dit-on, très forte de la police, des TRS. Alors, je ne vous pas dans le détail, mais en fait, vous allez poursuivre dans cette direction-là. Qu'est-ce que cela vous inspire? Peut-être, je privilégie, permettez-moi, la gauche spatiale, c'est pratique. Ça va changer. Je vais changer. Il faut permuter Moi, je ne bougerai pas, je suis au milieu. Je suis au milieu, je le sais bien. C'est la constance. Alors, tout ce qui s'est passé, René, nous voyons Martinique, nous voyons Guyane, nous voyons Guadeloupe, nous voyons décision judiciaire, nous voyons la mobilisation qui est là, en même temps la verticalité entre guillemets de l'État, parce qu'il y a noir. Alors qu'est-ce que ça a inspiré, qu'est-ce qu'on a à dire de tout ça? Non, problème pour moi, pas un problème de vaccin, enfin, mon pro-vaccin ou anti-vaccin. En gros, si vous regardez bien, pas pour les gens qui connaissent le vaccin. Ni un problème par rapport à vaccin là, ça. Vaccin ARN là, par rapport à un certain nombre de gens qui c'est là qui a raisonné plus, qui a dit qu'ils sont pas d'accord et ils ont une argumentation à eux, autant d'argumentation, un certain nombre de médecins qui ne sont pas d'accord à la question là. Ça. Gros problème là, il y a un problème vaccin, même si on met ça au départ, anti-vaccin, des mauvais, etc. Gros problème là, c'est passe vaccinal. À partir de passe là, on a une division qui crée en société là. Et une division qui crée en société là de manière encore plus forte à nous, d'avoir des pistes qui, à l'heure actuelle, très, très perplexe vis-à-vis de vaccin là et qui a posé des questions vis-à-vis de vaccin là pour diverses raisons.
ni qu'à raisonner, ni c'est parce qu'ils disent qu'ils seront bien nouveaux, etc. Ni parce qu'ils ont coûté parfois n'importe qui parole qui a dit que c'est vaccin là, tu vois, mon, etc. On pas dit mon pas mort en étant vacciné, hein. Ni ça aussi qui fait. Et ni le fait aussi que même en niveau, si vous voulez, monde qui a dit que le vaccin là c'est un moyen, etc. Mais tout le monde a dit que, attention, pas parce que le vaccin là c'est un moyen, que le vaccin là garantit que hack périveux, etc. Ou peut très bien, même si vous vaccinez, attraper maladie là et transmettre. Bon, tout c'est bien ça qui a fait qu'il y a des doutes. À partir du moment où vous mettez un passe vaccinaire, c'est-à-dire que où attaquer, si vous voulez, unité à mon société là même, et on dit, t'as là qu'il doit ceci parce qu'il est vacciné, t'as là qu'il doit parce qu'il n'est pas vacciné, on va créer une sorte d'apparenté au niveau catégorie sociale, au niveau social, au niveau de ça. Et à partir de ce moment-là, ça, on va aigrir les contradictions. En plus, quoi dans les mesures répressives vis-à-vis de ceux-là qui ne pas rentrer en bitin par rapport à un vaccin là, ou qu'à faire mes cabinets. Parce qu'entendre parfois des réactions à des gens qui te disent ah ouais, on va comprendre ces médecins-là, ça, ces médecins-là qui ont fait mes pas ces médecins-là qui ont fait mes cabinets. C'est obligé, on de faire mes. On va dire, puisqu'on n'est pas vacciné, on n'a pas ni droit au cabinet. À part ces médecins-là, c'était pour ces médecins-là même, ils ont continué, puisqu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Et on a posé un certain nombre de questions, et division là, ça qu'il y a dans la société là, ça, eh bien, quand il a touché à travail à moun, à vie à moun, à organisation sociale à moun, et parfois à relation entre médecins et patients qui se débitent très affectifs, très profonds, eh bien, on a eu des réactions qui parfois de plus en plus violentes. Bon, réaction là, quand nous voyons en Martinique là, il était lié à pas cela, mais il était lié surtout au fait que pour empêcher moun qui a travaillé à l'hôpital là et qui pas vacciné rentrer, ils mettent encore au doigt à gendarme. À partir de ce moment-là, ça, évidemment, on a aigri les contradictions. Et c'est dans cette situation-là ça que nous y est jeudi jour. Ça a fait aussi soulever chemin ouvert pour un certain nombre de monde qui est anti-vax. Anti-tout vaccin, d'ailleurs, de manière générale. Ces gens-là, ils sont en extrême minorité, puisque tout le monde en Guadeloupe, j'apprends vaccin en VIO, etc. Et malheureusement, passe vacciner là, qui a créé justement tension là, ça, et combat, et bien là, ça. Alors, dans ça, qui a infiltré toute qualité opportuniste, toute qualité démagogue, si bien qu'en réalité, raison à yon qui a passé pour toi à l'autre là, etc., il y a une confusion. Et pas une sérénité à la discussion, à le débat, et en plus, une menace de répression là, ça, et face à la répression, ou que toujours trouver une réaction. D'ailleurs, on a un certain nombre de gens qui sont vaccinés et qui ont refusé de présenter pour qualité passe vaccinaire, tout simplement parce qu'ils sont solidaires de reste. En cas où, parmi ceux-là, qui permettent de diviser la société en moins, en pour, contre, à raisonner, à faire preuve de pédale, nous qui discuter, nous qui comparer, etc. Et en péquet rentrer à dans, si vous voulez, forme de bitin là, ça, d'avoir à trouver ça parfaitement injuste et parfaitement incorrect. Et si on me dit peut-être demain un jour, on est à déplacer, ou sortir ici, aux États-Unis, en France, comment vous procédez, par exemple? Parce que vous avez dit que c'est pas cela ou pas présenter ou discuter. Non, dans un certain nombre de situations, absolument, pour des raisons d'ordre médical fortes. Bon, c'est une action sélective. Etc. Bon, peut-être fait pour voyager. Oui. Parce que si ça t'a concerné moi personnellement, peut-être en même été. D'accord. Mais si ça va concerner moi personnellement, ça va toucher entourage en moi et tout ces bidons, peut-être fait. Mais en cas de dire, en piqué à dans pour restaurant, en piqué faire ces bitins là ça dans la mesure où en pas vrai pourquoi pour entrer manger dans un restaurant comme j'ai présenté depuis on est masque on est les précautions nous tout le monde dit dans là qu'à respecter les gestes barrières et tout ça en pas vrai surtout qu'avant tenir vaccin c'est comme ça mon et ça pas tenir pissement qui après pas tenir longtemps pissement qui à présent hein. C'est parce qu'il y a un variant nouveau qui surprend tout le monde et tous ces bitins ça qui retrouvé pissement à niveau là ça donc pour moi, qu'arrêter les protocoles de soins, tous les protocoles de soins, vaccin là compris dans les protocoles de soins, et les gestes barrières qui fondamentent tout. Voilà, c'est un positionnement, vous avez entendu, téléspectateurs, nous-mêmes sur le plateau. Vous savez, les positionnements ne sont pas toujours les mêmes, c'est comme ça. Alors on va écouter pour Raphaël, ce qu'il pense de tout ça. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le débat interne au vaccin, je rejoins un petit peu ce que disait
ce que disait René, bon, sur toutes les lignes, je suis d'accord avec ce que tu disais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation comme ça, quand on la voit. Et le mot que je dirais, c'est insensé. Tout le monde a perdu la tête par rapport à ça. C'est insensé, c'est incompréhensible qu'en 2021, on ait ce type de répercussions, de débats ou de non-débats. Parce qu'en fait, quand on voit les faits, au-delà de la question du vaccin, il y a un déni de démocratie, donc de débat et d'échange. Ouais. C'est ça qui me frappe le plus dans un pays qui a la prétention d'être l'enfant chéri de la démocratie. Et il y a un énorme problème qui se pose aussi, c'est que le totem scientifique est aboli, est abattu. Parce que la science est contestée de partout. Cette science-là, et quelle science? La médecine, puisqu'il y a autant de détracteurs qu'il y a de défenseurs. Derrière ça aussi, il y a une chute totale des pouvoirs, de l'autorité. Bon, on le sait déjà depuis Rosan-Vallon, que l'autorité était déjà mise en mal dans la modernité, mais là, la parole d'autorité, la parole publique, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit sociologique, qu'elle soit politique, qu'elle soit des médecins, elle est contestée et contestable. Et le troisième point, c'est que la violence dite légitime, donc la violence de l'État, a pris le dessus pour des raisons de sécurité, qui peuvent se justifier par ailleurs, c'est pas mon problème. Je suis observateur et je regarde avec mes yeux et mon recul. La violence étatique, la violence de l'État, a pris le pas là où le discours n'avance pas. Ça veut dire donc que la parole ne sert plus à rien. Elle n'est plus vecteur. Alors tu parles souvent de verticalité. Cette verticalité au niveau du groupe se faisait autour d'une parole, aussi bien une parole énoncée qu'une parole dénoncée. Et ça crée du lien, ça crée un débat, le débat démocratique, et ça crée le point de départ du choix politique. Cette parole-là n'existe plus, ce n'est plus un lieu de rencontre, ce n'est plus un lieu, c'est au contraire, c'est un lieu de cacophonie, c'est un lieu de contradiction non dépassée, non décompensée, non compensée, c'est un lieu de dissuasion. Donc, à partir de là, ce qui sort de ce capharnaüm, ce sont des représentations, ce sont des contradictions qui sont toutes politiquement récupérées par les tenants, c'est ce que disait René tout à l'heure, les tenants et les aboutissants. On est dans un truc pas possible. Est-ce ça la post-modernité, pour reprendre du recul par rapport à tout ce qu'on vit? Je ne sais pas, mais c'est une situation qui me fait peur parce qu'elle est porteuse de fuite dans un imaginaire collectif dont on ne peut pas imaginer justement à froid ce que ça peut donner. Ça peut donner les plus grands arbitraires, les plus grands fascismes ou extravagances, et on le voit dans la scène politique française, par exemple par rapport aux futures élections, parce qu'on va en parler, on voit les choix comme ça peut donner lieu à une espèce de rien du tout, et c'est gravissime. Donc la difficulté de se repérer maintenant autour d'une parole qui ferait un tout petit peu consensus entraîne des situations qu'on appelle maintenant dystopiques, et la dystopie qui est l'envers de l'utopie fondatrice est un élément de schisme social et de rupture sociale. Voilà, c'est bien dit. Je vais vers M. Ramaille. Une question, c'est que est-ce que cette situation exceptionnelle, ce caractère, je dirais pandémique même du virus, n'explique pas et ne légitime pas en quelque sorte, c'est la question que je me pose, des situations, des décisions qui ne peuvent pas être d'aucune manière linéaires, mais sous forme de montée et descente de sinusoïde. Vous voyez, ça bouge comme ça. Ce que l'État dit aujourd'hui, eh bien, il faut d'ajustement permanent, d'ajustement, de recherche, de positionnement, de curseur en termes de décision. Est-ce que la situation même de cette situation de Covid, la particularité, l'aspect du jamais vu, quelque part, est-ce que cela n'explique pas cette obligation de l'État, n'est-ce pas, de prendre des décisions qui, quelquefois, ne plaisent pas? Bon, c'est vrai que nous sommes dans une situation de crise, et je dirais un petit peu plus marquée chez nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, que globalement dans le reste du monde, et en tout cas dans le reste de la France. Et c'est vrai, il y a je ne sais pas si c'est une incompréhension aussi, ou si les hommes ont très bien compris
Et on parle de manque d'information, que bon, je ne suis pas au courant, vaccin ARN, ça peut poser problème. Mais je remarque une chose, c'est que dans le monde de la santé, et chez les pompiers, il y a une résistance farouche de certain nombre d'individus parmi ces professions-là. Mais les autres, il y a quand même, pour certains, par exemple pour les docteurs, qui sont vaccinés autour de 90%, il n'y a pas 90% de docteurs morts en Guadeloupe. Le personnel de l'hôpital, il y en a qui sont vaccinés, qui ont peur de dire qu'ils sont vaccinés. Parce qu'il y a un climat de terreur aussi dans le pays. Et je ne peux pas adhérer à un système de terreur. Nous sommes en démocratie, il y a la liberté. Maintenant, on doit pouvoir laisser à chacun la liberté de choisir. Dans tout ce qui est fait en démocratie, il y a toujours au moins deux solutions. Et aujourd'hui, pour prendre le cas des vaccinés, des non-vaccinés, pour vaccin anti-vax, la personne qui ne veut pas se faire vacciner, mais il n'y a aucune obligation. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, on vous a dit à ce moment-là, vous serez démis de votre fonction. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est la théorie. Il y a un choix à faire. Parce que, en fait, pour quelqu'un qui est dans le monde médical, il y a un certain nombre de vaccins à prendre et on a ajouté un autre vaccin qui est le vaccin Covid-19. Dans la panoplie existante. Mais pourquoi maintenant vous ne voulez pas? Eh bien, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas, eh bien, il y a un choix à faire. Vous prenez votre responsabilité de ne pas vous faire vacciner, mais vous savez qu'il y aura tel issue pour vous. L'autre qui a pris la solution d'être vacciné, il y aura telle autre solution. Mais il y a un choix. Mais après, j'ai l'impression qu'on a tendance à se battre parce qu'on veut imposer sa loi, parce que je ne suis pas vacciné, mais je veux être traité de la même manière que celui qui est vacciné. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un choix. Nous sommes en démocratie, il y a un choix. Chacun doit prendre ses responsabilités. Maintenant, et comme j'ai dit la semaine dernière, vous ne voulez pas vous faire vacciner. La nation a mis la santé gratuite pour tous les Français. Ou en tout cas, quasiment gratuit pour tout le monde. Il y a des règles à observer. Vous observez les règles, comme dans la circulation, il y a un code de la route à observer. Vous n'observez pas le code de la route, eh bien, vous serez sanctionné, vous allez faire des accidents, vous serez sanctionné. Il y a des règles, et je termine, il y a des règles à observer. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, à ce moment-là, vous ne pouvez pas bénéficier des mêmes règles que celui qui veut se faire vacciner. Vous tombez malade à cause du Covid, vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous payez votre facture à l'hôpital. Quel est le problème? C'est un choix, vous avez pris votre responsabilité. Prenez votre responsabilité jusqu'au bout. Maintenant, la nation, je termine sur ça. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place. Il y a des lois à respecter. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut se mettre... Parce qu'il y en a qui veulent systématiquement du désordre. Il y a une connotation politique, il y a une connotation épidermique de cette affaire-là. Et il faut arrêter avec ça. La santé de l'individu, ce n'est pas quelque chose de négociable. Il faut arrêter avec ça et prendre les bonnes décisions pour que nous puissions sortir de cette affaire de Covid. On me fait signe pour la pub, mais je vais y aller. Non, on peut suivre le discours bien sûr, de Raymond. Hein, ça s'appuie sur... Alors, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur un aspect binaire. C'est soit ça, soit ça. Or, le problème de la complexité d'une société, c'est que la société moderne n'est plus binaire. Il n'y a pas un seul code de la route avec il y a une tentative de compréhension et on est entré dans un système complexe. Quand on disait au départ qu'on est en situation de crise, c'est ça qu'il faut qu'on parle de ça. Et que tu disais que dans une crise, le mécanisme d'adaptation principal est un mécanisme d'ajustement permanent. Oui, d'ajustement permanent, parce que la crise, par définition, c'est un rapport à la précarité, à une absence de visibilité, une absence d'horizon temporel, donc on doit porter manœuvre. Donc ça, on est d'accord. Mais ce qui se joue maintenant, il faut bien comprendre, hein, sans diminuer ce que Raymond a dit, ce qui se joue, c'est que c'est premièrement une crise de l'État, et donc de l'autorité, du pouvoir, qui correspond à une crise des États. Crise de l'État,
et on fait un passage, une passerelle à la crise des États du mois, des États sociaux, des États institutionnels, des États démocratiques. Et donc là, la crise est généralisée et ça ne peut pas fonctionner dans un schéma aussi simple que de dire j'appuie sur un bouton et j'obtiens telle réponse. C'est ce que je voulais dire simplement. Donc, c'est dit, nous allons revenir toujours à cette question. Pour l'heure, on me fait signe, la publicité, comme vous le savez, télé pas marché. Nous revoilà. Alors, nous avons entendu les positions des uns et des autres, mais la vérité, elle est là. Elle est quelque part. Oui, c'est quelque part, en tout cas. Le vaccin, on le sait, ne guérit pas, mais le vaccin évite des formes graves, n'est-ce pas, de Covid, et par conséquent, évite toute tension sur le système hospitalier. C'est une réalité. L'État ne veut pas, en tant qu'entité responsable, ne veut pas qu'il y ait de tension. Parce que les tensions, vous savez, ça génère d'autres... Tension hospitalière, j'attends. Oui, tension sur le système hospitalier. Ça génère ce qu'on appelle des effets collatéraux, à savoir au mouvement social, contestation. Alors l'État ne veut pas arriver là. Donc l'État se dit, eh bien, on va éviter cette éventualité que nous ayons des cas graves de Covid. Donc, on va vacciner. C'est ça la solution de l'État. On va vacciner. Et apparemment, il est prouvé qu'à ce niveau-là, le vaccin est efficace. N'est-ce pas? Alors, quoi répondre à cela? Parce que de toutes les manières, monsieur, je suis là pour poser des questions. Mais il faut qu'on s'en sorte. On ne va pas rester comme ça. Là, moi, je crois que j'entends souvent des positionnements. J'en ai entendu encore hier de nos élus. Ce sont des positionnements qui, à mon niveau, suscitent des questionnements. Par exemple, on sait, je vous laisse la parole tout de suite, par exemple, on sait que pour venir en Guadeloupe, quand on vient en Guadeloupe, c'est le pass, c'est le vaccin qu'on demande. Et il semble-t-il que nos élus exigent, enfin d'eux, qu'il y ait test PCR. Mais l'État peut dire, d'accord, test PCR à la sortie, test PCR à l'entrée, test PCR aussi à la sortie. C'est-à-dire, vous qui devez aller, vous êtes vacciné, mais l'État peut réagir comme ça aussi. Parce que quand vous êtes dans une position contradictoire, il faut réfléchir à ce que veut l'autre. C'est la réponse de l'autre. Mais l'État peut très bien dire, on est bien d'accord, on protège, parce qu'on protège à l'entrée et on protège aussi à la sortie. Et qui va payer les tests? On dira à l'État, oui, mais qui paye? Mais c'est vous qui avez demandé. Parce que je vois ça, je me demande s'ils ont pensé à ça. Allez-y, qui peut réagir par rapport à... Non, mais je veux dire deux choses. Premier bien, nous avons une petite contradiction au niveau, une grosse contradiction au niveau de l'État lui-même. Pourquoi? Nous voyons récemment le Sénat. Le Sénat, oui. Voter contre l'obligation vaccinale. Rejeté, voilà. Qui était proposée par le groupe socialiste. Et le Sénat a voté contre, avait soutien à le gouvernement. Oui. Alors, question là qu'a posée, comment on peut contre l'obligation vaccinale, on ne veut pas l'obligation, ou contre lui, mais en même temps, aucun imposé à des catégories sociales. C'est là qu'il y a une contradiction là. Contradiction là extraordinaire. Non, il n'y a pas qu'à... Ah oui, il n'y a pas qu'à imposer obligation. Aucun imposé quelque part, puisqu'aucun dit... sous forme de chantage, si vous pas fait, vous payez le travail. Test antigénique. Non, mais test antigénique, tout ça, nous sommes bien limités à tout ça. Oui. Bon, d'accord. Nous sommes bien limités à tout ça. Nous sommes en contradiction. Et là, l'État lui-même qui a vécu en contradiction à cette situation-là, ça, dans positionnement. Contradiction là qui a existé tout de l'autre côté. Effectivement, à d'accord on a exigé effectivement test antigénique pour nous là, même vacciné, qui a rentré, mais moun nan même vacciné, il pas non plus à l'abri de porter oui, ça c'est fait. C'est la casa, puisque nous a yo dit ça. Oui. Si vous pas dit ça, pour moun pas parler de ça. Mais quand vous scientifiquement même vous dit ça, oui, que ça pas empêcher vous l'avez, c'est normal que moun là garde un pays là, nous caillou sur de l'extérieur que les politiques que nous réclamer que et tout vent et qu'a dit mais faut tout le monde là ni on teste oui, mais l'État peut être OK aussi. Absolument. Que, voilà, ceux qui entrent
ceux où on doit présenter le test. Absolument. Ceux qui sortent aussi, Mais c'est-à-dire là où on Guadeloupe, il y a Marie-Galante, mais bien sûr. comment dire test là? Non, peut-être pas Marie-Galante. C'est là. La Guadeloupe sont archipel. C'est une bonne île. Tout le monde sait qu'elles sont archipel. Oui, et on ne peut pas faire cette différence-là. Mais par contre, on monde qui est parti en France, eh bien, il peut dire présenter ça, oui, c'est vrai, Oui, c'est une réalité. Mais il faut accepter, hein, ça ne va pas poser moins. Pour qualité problème, à niveau là, ça. Vous comprenez? Bon, ça qui est, c'est que toutes ces contradictions-là, ça qu'a fait. Il y a des contradictions, ça. À partir d'un moment-là, ça voulait imposer un certain nombre d'habitants. Ça a vu irrationnel, complètement irrationnel, et ça a d'autant plus que, si vous voulez, ça a touché à vie, à dit intime, personnel, travail à moun, famille à yo, organisation à yo, et là on va prendre cas à les médecins, puisque tout à l'heure, où tu as dit, et c'est vrai que le vaccin là, si vous voulez, c'est une manière qu'on donne pour empêcher qu'il y ait un débordement. Attention sur le système hospitalier. Sur le système hospitalier. Mais attention là, le système hospitalier, il était du fait de toutes les politiques publiques qui courent depuis combien d'années où ils ont détruit le système hospitalier là et ils ont toujours pris à don bab là parce que pas de attendu à ce que détruit. Oui, mais nous ne vont pas donner. Bon, mais en bien voulu dire oui, mais nous dans l'immédiat. Ah d'accord, nous dans l'immédiat, on ne peut pas faire habiter à ça. Mais en même temps, là, on a dit si pas habiter, on a mettre dehors, on a empêcher médecin. Bon, on a créé encore plus déséquilibre du système hospitalier là, et à là. On a créé encore plus de problèmes de tension. C'est mauvais, c'est très mauvais. Ça, on a bien écouté, il s'agit là de positionnement aussi, hein, mais c'est pas évident hein, quand même. Allez, Ramaï. Oui, alors, c'est vrai que le vaccin, on n'a jamais dit, empêche de tomber malade. Seulement, comme on vient de dire, ça a une incidence sur la tension hospitalière. Donc, c'est pour limiter un peu la casse. On a bien vu ça a marché dans d'autres pays, notamment en France hexagonale, et pourquoi pas en Guadeloupe. Donc, c'est pour diminuer la tension sur l'hôpital. On parle de l'hôpital. Moi, c'est vrai que nous avons un hôpital, je dirais même des hôpitaux, en Guadeloupe, avec les cliniques qui accompagnent les hôpitaux. Mais l'hôpital de la Guadeloupe, c'est vrai que nous avons quelques problèmes qui datent déjà. Bien avant le Covid, l'hôpital avait déjà quelques difficultés, et plus de difficultés encore depuis l'incendie. Et soit dit à patient, j'aimerais bien un jour savoir l'origine de l'incendie. Comment on a fait pour avoir... ça, on n'a jamais su d'où ça vient. Est-ce que c'était occasionné par... c'était volontaire ou pas volontaire? Ça, au moins ça. Donc, j'espère qu'on aura cette réponse-là un jour. Mais l'hôpital de Guadeloupe, aujourd'hui, dans la vie de Covid que nous avons vécue, c'est pas l'hôpital qui a plus de, comment dirais-je, plus de problèmes qu'ailleurs. Peut-être on a eu les mêmes problèmes qu'ailleurs, mais on ne peut pas dénigrer l'hôpital de Guadeloupe avec les médecins qui sont dans l'hôpital de Guadeloupe. On fait leurs études dans les mêmes conditions que les médecins qui sont dans les autres hôpitaux de France, les infirmiers et tout ça. Mais il y a le problème de l'hôpital, il faut le dire, il faut pas se cacher non plus. Hein. C'est dans le service paramédical qu'on a un problème. Ah bon? Et lorsqu'on a cette situation de tension à l'hôpital, tout le temps, depuis des années, on a des grèves sur grèves et grèves encore, un blocage où on détruit du matériel neuf parfois. C'est quand même pas normal qu'il y ait cette situation. Maintenant, chacun a sa part de responsabilité, la direction de côté, l'État de côté, les grévistes de l'autre. Mais comment peut-on travailler dans un hôpital où, depuis des années, ceux-là même qui ont la responsabilité de faire fonctionner, en tout cas de contribuer à faire fonctionner l'hôpital, ce sont ceux-là même qui contribuent à déstabiliser l'hôpital. Comment peut-on travailler dans de bonnes conditions de manière détendue, de manière relâchée, avec conscience professionnelle, sans avoir peur, parce qu'on peut toujours regarder, que ce soit celui qui est syndiqué ou non syndiqué, je dois regarder derrière si quelqu'un ne m'attaque pas derrière dans l'hôpital, entre collègues. Donc il faut quand même qu'il y ait un climat plus apaisé pour soigner les Guadeloupéens. Et qui est-ce qui met les autres? Peut-être que, je ne dis pas que la direction a peut-être sa part de responsabilité, mais aussi les autres,
que nous sommes dans l'hôpital, que nous puissions mettre aussi un certain apaisement pour travailler et soigner les Guadeloupéens dans de meilleures conditions, avec un état d'esprit plus apaisé dans l'hôpital. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève, c'est un droit. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut bien parler. Mais des fois, aller jusqu'à la casse, aller jusqu'à ce qu'on a vu sur TF1, les images de la Martinique. Mais c'est quand même pas normal. On peut revendiquer, on peut se faire entendre sans aller jusque-là, mon Dieu. Dans un petit pays comme la Guadeloupe, où tous on se connaît, on peut s'entendre pour au moins avoir un truc commun de fonctionnement et ne pas arriver à cette violence. Oui. Ramaï. Merci Ramaï, on va laisser la chaleur de Ramaï montre bien l'intensité du débat. Du débat. Et justement, on revient au débat. Je ne rentre pas dans les détails, enfin dans les faits comme vous dites. Prenons le point du débat. Donc on est dans du discours, et on est dans du discours, donc soit le discours public, soit le discours politique. C'est pas le même, hein, mais il y a un discours d'opinion et il y a un discours de représentation. Mais on est dans du discours. Or, on veut à chaque fois faire que le discours est un pseudo-débat entre thèse et antithèse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est la nature sémantique du discours qui est tenu maintenant. C'est un débat à la Macron ou tout à la fois. C'est en même temps ça et le contraire. Ça veut dire que la structure du débat dans lequel on est, c'est pour ça qu'on est dans la merde. La structure du débat est une structure paradoxale. C'est le paradoxe. C'est quoi le paradoxe? Ça veut dire que quelque chose peut être en même temps ça et en même temps son contraire. Et prenez le discours des médecins. Vous avez cette illustration. Prenez les discours du pouvoir politique, vous avez ça. Prenez les discours du public ou d'opinion, c'est ça aussi. Le paradoxe, il y a la moitié des gens qui pensent quelque chose, la moitié des gens qui pensent autre chose. Ça, c'est le débat, simplement. Et puis, il y a encore 3 ou 4 moitiés qui pensent encore différemment. Et quelque part, face à ce partage de réalité sociale, il y a autant de vérité qu'il y a de réalité. La vérité renvoie au quant à soi, et la réalité au statut de ceux qui est observé. Mais ce n'est pas évident du tout. Et le problème qui se pose, alors pour la Guadeloupe aussi, mais on verra pour le problème des personnes, enfin des vieux, c'est comment on sort du paradoxe. Oui. Et comment on sort du paradoxe? On ne sort pas du paradoxe, comme on sort de la contradiction. La contradiction, ça peut être la démocratie, ça peut être la force ou n'importe quoi. Le paradoxe, si on ne trouve pas une voie intelligente, une troisième voie, une co-émergence pour en sortir, c'est le bordel. Et c'est le cas actuellement. Moi, je me permets, en qualité d'animateur, quand même, je me permets de dire ce que je constate à vous écouter et à écouter aussi la rue. J'ai le sentiment qu'il y a une différence importante entre notre manière à nous, Guadeloupe, d'approcher la question et l'État. Nous, quand nous parlons de notre hôpital, à nous. L'État, quand l'État aborde la question, l'État a une vision de système hospitalier. C'est-à-dire, le système hospitalier, quand je parle, c'est-à-dire Guadeloupe, toute la France hexagonale font partie du système. À tel point que l'État met en place des avions pour équilibrer le système lorsque le système montre quelques déséquilibres à des endroits. Lorsqu'il y a une tension hospitalière en Guadeloupe, l'État met en place le dispositif de transport avec des avions affrétés et équipés. On vous emmène ailleurs. Ouais. Donc, et nous aussi, il faut que nous soyons sérieux, chers amis. Il faut que nous nous regardions au fond des yeux, comme certains disaient de Giscard. Mais c'est pas ça. Il faut qu'on se regarde au fond des yeux. Nous sommes dans le système de l'État. Nous encourageons individuellement le système de l'État, c'est-à-dire le système hospitalier, en ce sens que lorsque nous sommes malades en Guadeloupe, nous-mêmes, nous prenons l'avion et nous allons dans le système ailleurs. Donc il faut que nous soyons... Moi, j'écoute les uns et les autres. Nous pensons à notre hôpital. Hôpital en nous, c'est normal. Nous avons une vision insulaire de notre vie, de notre existence. C'est très bien ça. Je le comprends. Avec notre comment dirais-je, notre identité à nous. Mais l'État ne voit pas ça comme ça. L'État voit le système. L'État vous dit, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de tension en Bretagne, on va prendre des gens ici, on va les mettre dans des avions, on va les emmener là-bas. Ça ne nous plaît pas, parce que nous avons une vision insulaire. C'est ça, nous préférons voir malade en nous, entre nous. Mais quand nous agissons individuellement, nous allons à Air France, nous prenons un avion et nous allons nous faire soigner en France.
Nous sommes dans le système de l'État. Bien sûr. Donc il faut Oui, faire mais des amendements. non, mais il ne faut pas confondre gestion hospitalière Oui. et gestion des politiques publiques. Bon, au niveau de la gestion hospitalière, effectivement, le système hospitalier français, depuis tantôt, mais ça fait longtemps, ça fait 20 ans, est en faillite. Parce qu'on n'a plus les moyens, enfin, on ne donne pas les moyens à l'hôpital public de faire face à nos services publics de la santé. C'est ça le problème. Bon. Et maintenant, au niveau politique, pour faire bien, alors qu'on est en rupture, on envoie des hôpitaux tout. Je serais curieux de savoir en termes de coûts si le nombre d'hôpitaux et de transports qu'on a fait serait pas que ça coûte pas plus cher que si on avait remis à niveau l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Et or ça, il y a des silences. C'est comme pour le Covid. Bon, il y a un paquet de morts. Moi, je suis intervenu dans des entreprises 5 ou 6 fois sur des gens qui étaient morts de thrombose. On le savait depuis longtemps. Oui. Maintenant, on commence un petit peu à poser les problèmes. Il y a des coûts cachés. Tu parlais de dommages collatéraux. Il y a ce qu'on appelle en économie des externalités négatives. Ça veut dire combien coûte le pas faire, ne pas faire. Le pas clair, le pas faire, le pas clair, faire le ne pas faire. Les coûts cachés. Voilà. Et moi, je serais curieux aujourd'hui, en termes de politique publique, de savoir tout l'argent qui a été mis pour faire un paquet de wachas par rapport à la Guadeloupe, des hôpitaux, un hôpital pour 8 personnes avec un paquet de ceci, et tout un paquet de politiques généreuses soi-disant, combien ça a coûté par rapport au fait qu'on aurait pu aligner ou faire confiance aux gens de l'hôpital pour simplement de leur donner les moyens pour qu'ils puissent répondre au pari qui leur a été fait. Toujours dans cette direction, il faut lui des propos de René. René, il y a des choses, après on va partir. Non, c'est juste pour dire qu'il faut nous relativiser l'hôpital. Parce qu'il ne faut pas oublier que lors où était une première vague à Covid là, qui était développée de manière assez exponentielle en France, Oui. c'était comme des Allemands, ils ont venu charger mon de France pour terminer en Allemagne. En Allemagne. Ça, c'est la mission. Mais oui. Mais c'est pour ça qu'on va parler de. Bon, faut nous bien garder. Nous allons un monde qui est parfois mondialisé. Et puis nous, les politiques publiques. Le grand voisinage. Nous, les politiques publiques qui menaient en France. À partir en Guadeloupe tout seul. En Guadeloupe, nous avons des conséquences, et puis encore négatives, mais au niveau hospitalier, organisation hospitalière, ils contestaient en France même, qui depuis un bon moment, t'es qu'à supprimer tout un certain nombre de lits, tout un certain nombre d'habitants, t'es qu'à réduire au profit du privé, à portion congrue, ça a été qu'à griller les hôpitaux publics. Hein. Faut pas oublier. Non. Faut pas oublier que t'es ni politique. Attends. Faut pas oublier que t'es ni politique publique là, ça. Et politique publique là, ça, à Casanou, traduit de manière encore plus catastrophique. Je pose des questions. Et là, on ne va pas parler des Guadeloupéens qui capacitent pour soigner en France. Mais si ça arrivait, c'est tout simplement d'avoir les plateaux techniques et autres qui t'ont offert ici. Et là, à part les mouns qui sont en cause. Mais c'est si vous voulez les matériaux qui étaient en place, pas de permettre de soigner les gens correctement en un certain nombre de ou pas de permettre d'aborder un certain nombre de soins, ça a fait que les gens sont obligés de partir. En cas signaler à pas vers la France seulement, non le monde qui n'y va pas un incident, c'est à Cuba il y a des cas. Et si vous allez à Cuba au niveau des hôpitaux de Cuba, vous pouvez voir qu'il y a des Guadeloupéens qui vont soigner là. À partir en France seulement. C'est-à-dire que les gens là par rapport à la santé, qu'à chercher le meilleur offre de soins possible. Ni des gens qui ont l'argent, qui sont partis aux États-Unis. Ils ont qu'à chercher le meilleur offre de soins possible. Il ne faut pas nous confondre tout le butin. Oui, il ne faut pas nous confondre. Sinon, à partir de ce moment-là, ça. Bon, effectivement, à ça, des gens qui ont utilisé ça politiquement, mais les gens toujours utilisé tout le butin politiquement pour essayer de montrer que c'était le butin ou tel butin. À part là, il faut un problème là. C'est pas là. Pour terminer sur la question, moi, je suis un observateur. Moi, je suis spécialiste dans rien. Le Guadeloupéen Landa. Je suis un observateur et je constate. Par exemple, on parlait des avions qui faisaient l'équilibre. Quand l'hôpital de Guadeloupe était en déséquilibre, il fallait faire équilibrer en envoyant toujours à l'intérieur du système. Donc la France regarde globalement, nous peut-être, comme tu dis, l'hôpital de Guadeloupe, mais il y a une politique globale qui est menée et il fallait équilibrer, ne pas laisser les gens mourir autant que possible, sauver ceux qui pouvaient être sauvés. Donc, mais parmi ceux-là qui ont pris l'avion de Air Caraïbes, mais il y en a qui combattaient le système. Et qui ont pris l'avion, et non des moindres, qui ont pris l'avion dans le système et qui sont partis en métropole. C'est compliqué tout ça. Et donc, alors c'est là que je dis qu'il n'y a pas de. Ils ne sont pas français, ceux-là même qui rouspètent et qui disent qu'ils ne font pas. Mais ils auraient pu rester dans l'hôpital. Ce sont des gens qui sont imminents dans l'hôpital. D'autre part. C'est pas eux qui ont choisi. D'autre part, en tout cas pas moi qui choisis Bayou. Et d'autre part, il y a un certain nombre de choses qui se font concernant cette affaire. Mais moi, on oublie les
élus de cette affaire-là. Nous avons des élus. Nous avons des élus fraîchement élus. Hein, et donc, moi, j'espère. Et compte tenu de quelques informations que j'ai entendues, non seulement du côté de la région Guadeloupe, mais aussi du département Guadeloupe. Des prises d'opposition. Des prises d'opposition. Moi, je pense que c'est à travers nos élus, avec les services de l'État, que nous allons trouver la solution. Et je ne peux pas faire confiance au désordre social, économique, etc., qu'on voit dans les rues. Je ne pense pas que la solution passe forcément par la rue. Je fais confiance à nos élus. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, même si nous avons beaucoup de reproches, et moi-même j'ai beaucoup de reproches à peut-être les prédécesseurs, mais je pense que la solution va passer par nos élus. Et non par ceux qu'on voit qui cassent, qui bloquent. Je pense que c'est par nos élus, avec les services de l'État, avec la région, avec le département, avec l'association des maires, que nous allons trouver la solution. Moi, et je suis confiant. Je prends note, je prends acte. J'ai entendu les uns ou les autres. Je suis pas le juge. Je pose des questions seulement. Je note que c'est une question qui est extrêmement complexe. Et je viens d'évoquer notre manière à nous de voir, de penser à notre hôpital, nous, tandis que l'État a une vision de système. Voilà. Et puis, il faut se dire aussi que nous avons grandi dans un système, on parle souvent de ça, c'est de l'État-providence, qui n'existe plus. Ben oui. Donc, si d'un côté, on regarde par exemple ici, quelque part en France, un système, dans un département, un hôpital très performant, équipé, superbe équipé, mais qui ne reçoit pas, qui n'est pas très sollicité par les personnes, parce que il n'y a pas beaucoup de cas, c'est un hôpital peu sollicité. Dans une autre région de France, comme par exemple ici, un hôpital très sollicité ne peut pas répondre au cas de maladie, Covid, etc. Qu'est-ce qu'on dira à l'État? Votre politique publique n'est pas bonne. Non, c'est parce qu'on dira que vous n'arrivez pas à mettre le curseur où il faut le mettre. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ce qu'on dira à l'État. Oui. Ben, le rapport entre la dimension locale et la dimension systémique, le global et le local. Je ne défends pas l'État. Moi, je suis dans la justesse de mon analyse. C'est pourquoi l'appréciation, l'approche en termes de système hospitalier global au niveau de la France, peut-être demain au niveau de l'Europe, peut-être c'est ce choix-là qui est fait parce qu'il y a des contraintes budgétaires, il y a cet État-providence auquel nous sommes encore très attachés, qui s'effrite, qui s'efface, qui se désagrège, et que par conséquent, il faut construire des politiques publiques avec des moyens, et cela fait des dégâts, notamment auprès des populations qui sont sur des territoires avec une identité, des habitudes, etc., etc. Voilà un peu ma vision de la chose. Alors, messieurs, il y aurait quelque chose à dire là-dessus encore sur ce point? Non, mais à partir du moment où tu parles de système, bon, c'est super, hein, mais il faut parler, donc il faudrait rentrer dans une discussion, dans un débat système. Hein. Et donc, là, en l'occurrence, les partis par rapport au tout. Et quand les partis, donc la notion de territoire, la territorialité, quand les partis se distinguent de manière aussi importante du tout, du centre, il faut retourner quand même à des logiques de système. C'est pour ça que je reviens à ce que disait Raymond, et là je suis d'accord, c'est qu'il faut donner plus de poids aux réalités locales, et aux synthèses, aux cohérences locales, pour enrichir le système qui lui-même ne tient plus la route puisqu'il est issu d'un environnement qui n'existe plus. Les trolls d'Oyo, c'est fini depuis longtemps. Donc, on est dans un état-providence, on n'est plus un état-providence. Au contraire, on est dans un état grippe-sous. Bon, il est clair que les réponses d'aujourd'hui ne peuvent pas être des solutions d'hier. Donc, il y a quelque chose à trouver. Ça, je reprends à ce que je dis tout le temps, refaire monter de l'intelligence et de l'intelligence des territoires, du local, comme tu aimes bien dire, M. Zemmour, quand il est de notre côté, refaire venir des logiques du local vers le global. Oui, et permettre justement à ce que tu appelles le local, c'est-à-dire le terrain, sur le plan politique et tout ça, d'avoir une meilleure maîtrise de sa réalité politique et de sa prise en charge des politiques publiques à mettre en place. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On n'a qu'à regarder parfois les réactions des responsables des collectivités, mais les réactions des responsables des collectivités est souvent dû à des phénomènes qu'il y a dans la société qui font qu'ils réagissent de telle ou telle manière, mais on sent bien qu'ils n'ont pas la maîtrise.
C'est pas eux qui ont la maîtrise. Ce n'est pas évident, c'est très difficile. Hein, c'est très alors, difficile. Alors, ce que je voudrais rajouter simplement, bon, on va arrêter avec ce sujet, je sais qu'il y en a d'autres, mais en fait, le vaste problème dans lequel on est maintenant, c'est que donc, le discours politique commence à devenir totalement disqualifié par rapport à ses applications. Parce que le discours, c'est bien gentil. Est-ce que tu as les moyens de ton discours? Est-ce que tu as la cohérence de ton discours? Est-ce qu'il s'applique sur le terrain? Je prends pour exemple un truc que j'ai écouté à la télé. Et comment s'émancipe le local? J'ai écouté récemment Moon Guadeloupe, bon, c'est pas ma tasse de thé non plus. Il y a une problématique de l'eau. Ils ont fait un dossier apparemment en béton et ils sont passés par l'ONU. Oui. Donc, contournement. Et par l'ONU, ça revient à la France qui est mise en demeure de répondre à ces éléments d'incohérence du territoire, du local. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est une forme de réponse intelligente. Vous savez, c'est bien d'échanger comme ça. C'est très bien d'ailleurs. Ça me fait chaud au cœur d'entendre une manière à nous de changer. Mais en fait, lorsque le débat est posé au niveau de l'ONU, on écarte un peu du sujet. C'est sans doute à travers une institution spécialisée de l'ONU qui va prendre ça en main. Bien sûr. Mais la voix de la France, on ne connaît pas. Oui, c'est d'abord la France qui doit porter. Vous n'irez pas à l'ONU sans donner la puissance de la France sur le dossier. Non, parce que c'est supra-territorial. Non, c'est supranational. Oui, absolument. N'importe qui peut interpeller l'ONU. Même moi, en tant que sujet, je peux interpeller l'ONU sur une question de Non, mais je vais te dire exactement pourquoi la Nouvelle-Calédonie l'a fait, pour pouvoir mettre la Nouvelle-Calédonie dans les États décolonisés. Aux grandes dames de la France, et ça a été voté à l'Assemblée générale. Bon, enfin, on pas trop. Mais la Guadeloupe l'avait fait. Che Guevara l'avait posé d'ailleurs à l'ONU pour la Guadeloupe. Bon, en tout cas, non, mais ça veut dire, c'est pas qu'il n'y a pas cette possibilité. La représentation. Ça veut dire que le débat se complexifie de intrasystémique, il devient intersystémique. Et intersystémique entre les différents systèmes, et que le système, c'est un peu comme les poupées russes, ils se couvrent, et on peut passer par une voie vicariante pour interpeller quelque chose qui se passe ici. Ça veut dire que la réalité de la Guadeloupe n'est pas nécessairement dans la Guadeloupe elle-même. Elle peut être déterminée. Parce que, il y a des zones, il y a des sphères d'influence. Bien sûr. Le Coca a été reconnu patrimoine immatériel de l'humanité. Ça, c'est l'UNESCO. Je ne sais pas comment les porteurs du projet se sont organisés, comment l'ingénierie de l'action a été menée. Mais j'imagine que quelque part, ils ont rencontré le représentant de la France. Hein. Vous n'allez pas faire passer un dossier sans aller voir les trucs. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors, bon. Ok. Merci. On vous reparle. C'est tellement intéressant de parler de tout ça. Alors, messieurs, après cette question de Covid et les dégâts que cela fait, la différence, ce qui montre les divergences, nous avons une question aussi qui est celle d'une question d'actualité. Je l'ai dit, jeunesse d'hier, c'est-à-dire la génération, on en parlait, post-30 glorieuse jusqu'à 70, et jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire la génération de 80 à ce jour, fameuse génération Y, les millennials. Oui, génération Y, génération de crise. Oui, parce qu'on voit que depuis ces années 70, il y a toutes sortes de turbulences. Voilà. Alors, notamment par rapport à ce qui s'est passé très bien, on a vu une jeune qui a été, j'ai essayé de faire un peu le lien. Enfin, quand vous pensez un peu à notre jeunesse à nous, parce que nous sommes de cette génération des post-Grande Glorieuse. Nous avons hérité de systèmes de vie dans la famille, dans l'école, à l'école, la famille, la société. Nous avions ce que j'aime dire souvent, notre verticalité qui se tenait de tout cela. Par rapport à ce que nous voyons actuellement, la jeunesse, il ne s'agit pas de les incriminer. Hein. La seule chose, c'est que nous pouvons parler des jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais eux, ils ne peuvent pas parler de nous, parce qu'ils n'ont pas vécu cette période. Alors, monsieur Ramaï, vous, qu'est-ce que vous... En tant que vieux jeune. Vieux jeune. Bon, les années, quand je parle des années 50, 60, bon, c'est la construction de l'être de l'individu, n'est-ce pas, se tenait autour d'un certain nombre de choses. Je pense que vous y tenez, hein, parce que quand vous écoutez, vraiment, il y a toujours tendance à c'est pas une critique, c'est une observation, à revenir un peu à l'encadrement qu'il a eu, éducatif, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans les années 60-70, quand on a grandi, il y avait une façon de vivre. On voit par exemple, bien souvent, ce sont les armes qui parlent. Ici, on ne connaissait pas ça à l'époque. Allez, monsieur Ramaï, la vie de Beaufoy, la jeunesse de Beaufoy.
On va expliquer cette fracture intergénérationnelle. Là. Je fais partie déjà des jeunes révolus. Donc, enfin, on a un regard de ce qui s'est passé, de ce qu'on a connu et de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je parle d'âge, quand je parle de jeune. Oui. On n'est jamais toujours jeune, en fait. Et donc, lorsqu'on voit, comment dire, on fait un retour en arrière de la manière dont ça se passait lorsqu'on était gamin, lorsque j'étais gamin, parce que c'est un petit peu pareil pour tout le monde et pour beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a quand même certaines évolutions qui ont été qu'on a connues, et donc la vie a quand même changé, parce que là, dans la famille, on n'avait pas tout cet environnement qu'on a autour de confort. Gamin, en tout cas pour ce qui me concerne, moi je n'ai pas connu l'électricité, je n'ai pas connu l'eau potable, je n'ai pas connu de maison en dur. Téléviseur, par exemple. Je n'ai pas connu la télévision, et d'ailleurs la télévision est arrivée après ma naissance. 70, je pense. 64. 65. Donc je n'ai pas connu le téléphone portable, la voiture, donc les routes à 4 voies, on n'a pas connu ça. Et les médecins, pour aller voir le médecin, il fallait y aller à pied. Bon, j'étais de la campagne, et bien, même si on est malade, et puis, il fallait partir à pied pour aller voir le médecin. Et pour aller à l'école, c'était pareil, il n'y avait pas de car de ramassage scolaire. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui sachent que c'était comme ça. Mes enfants, quand je leur raconte ça, ils me disent, mais c'est pas vrai, tu nous racontes des blagues. Hein? Et donc, c'était ça la réalité. Ma sœur aînée n'a jamais mis ses pieds à l'école. Elle n'a jamais connu une salle de classe. Elle était sacrifiée, quand elle était plus jeune âge, pour s'occuper de ses frères et sœurs. Substitut de la même. Et elle a pu tracer sa trajectoire. Et donc, elle n'a jamais mis, elle ne sait ni lire ni écrire. Et les autres qui allaient épisodiquement à l'école, quand c'était possible, parce que c'était toujours à pied. Hein. Il faut regarder à la lumière de la bougie. Moi, je suis allé au bac, j'ai préparé mon bac à la lumière de la bougie. Je n'ai pas connu l'électricité jusqu'au bac. Mais la famille, dans tout cela, comment ça et donc, la priorité, c'était d'aider la famille. C'était à ce moment-là, ben, je vais quand même vous laisser... ça, c'est mon vécu. Et c'était le vécu de... C'était une généralité. Je ne dis pas le seul. C'était le contexte de l'époque. C'était le contexte de vie. Donc, qui n'interrogeait personne. Et donc, la priorité, c'était la survie. Il faut aller planter quelques pieds de patates, de moi, hein, dans mon environnement, et c'était une généralité. Et cultiver la canne, attacher les bœufs, s'occuper des cabris, c'était ça. Et c'était la survie pour avoir un petit peu de sous, pour pouvoir acheter de la farine, acheter du riz, aller chez le médecin. Et souvent, et quoi qu'on dise, hein, il y en a peut-être, ça va siffler aux oreilles, quand on était malade, on allait voir le béquet qui avait des exploitations et qui dit, ah, petit moun malade, ah bon, ben, mettons l'auto à disposition. Mais quelle voiture? C'est la voiture de l'époque, un genre de traction. Et bien, menez petit moun mis l'argent et menez petit moun voir médecin. Et c'est pour ça que ces gens-là ont fait leur... à ce moment-là, on trouvait que c'était quelque chose de très humain. Ça, j'ai connu. Et on va amener l'enfant voir le médecin. Ou alors, il y avait un enfant marié, il disait, mais tiens, mis pour faire mariage à Timounao. Et ils se sont intégrés, ces béquets. À l'époque aussi. Dans la population, comme ça. Mais à l'époque, le chômage n'existait pas. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de recensement. La sécurité sociale, le système social n'était pas. Il n'y avait pas de système social. Mais on allait voir à l'époque. Je vais terminer. Je laisse la parole. Il n'y avait pas de système social, il n'y avait pas de CAF, il n'y avait pas d'accouchement. C'est une femme accouchait l'autre dans le voisinage. C'était comme ça que ça se faisait. Et c'était une généralité. Ça ne m'a pas empêché, je suis le seul sur une fratrie de 11 à avoir eu le bac. J'ai quand même pu accéder pendant une carrière, faire une carrière dans l'enseignement. Je suis aujourd'hui acteur économique. Je suis aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché, c'est le travail qui paye, d'être aujourd'hui chevalier de l'ordre du mérite maritime.
Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à me permettre d'arriver à ce grade de chevalier du mérite maritime. Et en particulier, permettez-moi, j'ai l'occasion, je le dis, en particulier le président de la République, c'est lui qui décède, avec son ministre Elisabeth Borne, les services du préfet, les services des affaires maritimes, hein, et M. Mouezo, M. Boudet, Denis Boudet et tout le staff qui ont contribué à ce que j'accède à ce titre de chevalier du mérite maritime. Et aussi ma femme et mes enfants qui ont été sacrifiés pendant longtemps pour travailler, pour arriver à accéder à ce grade. Voilà, voilà. En tout cas, c'est une description. Raphaël, alors, je vais pas aborder. Raphaël, tu es né en Guadeloupe, non? Oui, tout juste. Tu as vécu là-bas, c'est ça, tu as grandi. Oui. Je ne vais pas aborder ce réunion parce que c'est parfait ce qu'il a dit. Ça met bien ça donne bien une image d'une période donnée, d'une réalité générationnelle donnée. Révolue. Je vais revenir sur la manière dont tu as posé le problème aujourd'hui. Parce que c'est très très grave ce qui se passe maintenant. Et au départ, ce qui se passe maintenant, c'est un problème démographique. Il ne s'agit pas de savoir comment c'était en temps Saurin. J'ai fait une intervention cette semaine sur ça. Comment c'était avant. Je ne suis absolument pas nostalgique de quoi que ce soit. Absolument. Mais il y a un vrai problème démographique. Et le problème démographique qu'il y a, ce n'est pas l'intergénération au sens où on le dit comme ça, c'est le transfert générationnel. C'est ça le problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que les vieux aujourd'hui, bon en nous, sont mieux que les jeunes aujourd'hui. Or, une société ne se fait pas avec des vieux. Oui, ça c'est. Et c'est pour ça d'ailleurs que bientôt je commence à me retirer de beaucoup de choses pour que d'autres puissent, apparemment si on fait ombrage, pour que d'autres puissent venir parce qu'il faut qu'ils se mouillent. Ça entraîne 3 problèmes de transition. De transition, c'est-à-dire que l'échelle est inversée. Les jeunes ne sont pas là où les vieux sont, en tout cas apparemment, semblent exister. Premier niveau économique, les revenus globaux. C'est pas vrai pour tout le monde, hein. Je parle vraiment en macroéconomie, hein. T'es mieux placé que moi. Les revenus globaux des vieux sont supérieurs aux revenus globaux des jeunes qui paniquent, qui pédalent, qui sont dans le chômage, qui sont dans l'incertitude. Nous, on est dans la retraite, nous, on a construit notre maison, nous, on a un petit peu de revenus. Enfin, pas tous les vieux, hein, parce qu'il y en a aussi qui sont très, très, très en quart. Le tiers ou le quart monde, la grande dépendance, il y a un problème. Mais le premier truc, c'est que cette transition économique fait qu'on est mieux. Moi, à mon âge, je suis mieux que mes enfants. Tels qu'ils sont maintenant. Et d'ailleurs, dans le sens... Et ils hériteront de la dépendance. Ils hériteront s'ils peuvent payer le coût de l'héritage. Parce que là encore, il y a une magouille... Oui, mais ils hériteront de la dépendance. Maintenant, quand on vit de plus en plus vieux, on vit de plus en plus longtemps, et la dépendance des enfants. Alors, c'est le premier truc. Donc, ces conséquences économiques. Deuxième conséquence, c'est les conséquences culturelles. Ça veut dire la place des gens dans la société. La place des gens, la place des vieux est plus importante, plus qualifiante que la place des jeunes. Donc, on a opéré. Et en Guadeloupe, c'est très important aussi, mais ce n'est pas que la Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, c'est un petit pays, donc les phénomènes sont amplifiés. On a opéré un transfert générationnel qui fait que le pays fournit plus de vieux que de jeunes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un pays qui meurt. Un pays qui meurt. Et un pays qui meurt consciemment comme ça, pour moi, ça signifie que c'est un pays qui est en train de se suicider. Parce que ça veut dire qu'à terme, dans les 10, 20, 30, 40 ans, il n'y aura plus personne à Guadeloupe. Puisque la force vive d'un pays, c'est les jeunes. Si on ne fait plus de jeunes, si on ne fait plus d'enfants, si on ne crée pas les moyens qui puissent prendre, mais qui prennent réellement la société à leur charge, ça veut dire qu'on va mourir. On va mourir. Ouais. Oui, bon, ce qu'on vient de dire, Spionel, est particulièrement important. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui, dans le temps, il faut bien regarder ce qui s'est passé. Nous avons subi dans ce pays-là une saignée forte, qui a commencé dans les années 60, avec le Bumido. Oui. Bon. En plus, nous avons subi une situation économique qui a fait que d'une période, dont parlait Ramaï, où on ne connaissait pas le chômage, ça ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas la misère sociale. Hein. La misère sociale était extrêmement importante. Tout à fait. De même que la misère, quand je parle de social, je parle aussi bien économique, santé, etc. était très forte. Et l'éducation était très forte. Moi, j'ai grandi dans le milieu de la ville. Ce qui n'était pas le cas de ma mère. Oui. Bon, mon père, non plus, au départ. Dans le milieu de la ville, on n'était pas exactement dans la même situation que le milieu de la campagne. Mais déjà, du point de vue de l'organisation sociale,
nous étions un peu semblables à la campagne, parce que la ville n'avait pas le développement que la ville avait déjà à l'heure actuelle. On était un peu dans la campagne parce qu'il y avait autour de la ville tout un certain nombre de lacous qui, en fait, retraçaient pratiquement ce qu'on connaissait au niveau des campagnes, au niveau des quartiers, etc., etc. Et il y avait les mêmes mentalités d'ailleurs qui existaient. Par exemple, l'éducation des enfants était une éducation de lacous, pas seulement une éducation de la famille seulement. Et il y avait un respect marqué vis-à-vis des plus grands, vis-à-vis des adultes qui étaient considérés comme les gens qui avaient le droit de reprendre, de taper, de faire rester tranquille, ce qui n'est pas le cas du tout de la société à l'heure actuelle. C'est des types de sociétés en évolution qui ont été complètement différentes. Mais cette saignée dont je parle, qui a entraîné toute une partie de notre jeunesse depuis les années 60 en France, avec le Bumidom, etc., oui. etc., avec parce que l'emploi était basé sur quoi? L'emploi était basé globalement sur les usines qui étaient très nombreuses et sur les distilleries, etc. Et, et puis le phénomène de docker, etc. C'était ça, les emplois. Or, en perdant toute cette partie-là avec les fermetures d'usines et tout ça, l'emploi s'est raréfié. On s'est retrouvé dans une période de chômage très forte. D'où toutes les luttes qu'il y a eu à ce moment-là dans tous les différents secteurs et autres. À l'heure actuelle, en plus est venue rentrer dans notre société la notion aussi de planning familial. Parce qu'effectivement, autant avant, on pouvait laisser les gens avoir 11 enfants, etc., puisque tout le monde arrivait à trouver du travail, même si c'était du travail qui n'était pas un travail extraordinaire, autant il fallait réduire les tailles des familles. Pourquoi? Pour avoir moins d'enfants, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, on est entré dans une réduction du nombre d'enfants, dans les familles, etc. Et les transferts sociaux alimentaient tout ça. Absolument. Ouais. En plus, avec la mise en place de la sécurité sociale, il y a eu une amélioration sociale qui a pu permettre au planning de se développer, etc. Et ensuite, il y a eu tout le phénomène qu'on a connu avec l'assistanat social qui s'est développé par la suite. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a eu moins d'enfants, etc. Et on a produit beaucoup plus de vieux, comme tu dis, de gens qui sont en âge de devenir des vieux, etc. Et la plupart de notre jeunesse s'est reproduite, mais à l'extérieur. À l'extérieur. C'est reproduite à l'extérieur. Et ce phénomène-là, de déplacement de population, on ne l'a pas encore résolu. La preuve, c'est qu'elle continue à travers la NT, elle continue à travers même les jeunes diplômés, etc. Les structures mises en place. Oui. Et si on doit continuer sans envisager un retour au pays de tous ceux qui veulent retourner, etc., le développement, etc. Si ça doit continuer comme ça, effectivement, on deviendra un pays de vieux, un pays d'EHPAD. Ouais. Parce que, en ayant les jeunes qui s'en vont, à ce moment-là, le phénomène de dépendance dont tu parlais, c'est-à-dire la dépendance des vieux, elle se faisait tout naturellement avant. Pourquoi? Parce que les vieux n'étaient pas isolés. Non, c'est la famille. De la famille. À l'heure actuelle, ceux qui peuvent s'occuper des plus vieux, ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Ils sont partis là-bas. Oui. Et il ne reste que les phénomènes d'EHPAD, etc., ou alors d'isolement. Donc, il y a un gros problème à ce niveau-là qui se pose. Bon. En ce qui concerne maintenant l'éducation des jeunes et autres, il faut dire qu'à notre époque, à l'époque où moi-même, la télévision, je suis né en 1949. La télévision a apparu en 1964. Oui. Moi, je n'ai vu la télévision. C'était pas encore démocratisé. Non, non. Parce c'était un noir et blanc. On regardait à Commune, c'est le monde qui était payé, etc. Jusqu'à ce que les parents mettaient une télévision noir et blanc à case. Mais il ne faut pas oublier que la télévision a commencé à 6h du soir. C'était fini. Et à 9h, midi, ça a fini. On avait une télévision. Il n'y avait pas les influences extérieures qu'on avait, les connaissances, un certain nombre de phénomènes. Par exemple, mai 68 dont on parle. On veut nous comparer à chaque fois en nous disant on est de la génération après 68. Non, on est de la génération après 67, puisque c'est ça notre mai, c'est le mai 67. Mais mai 68 en France, on avait les informations 2 semaines après. Hein. C'est-à-dire que les informations ne circulaient pas comme actuellement dans l'instantané. On avait ça 2 semaines après, etc. Donc, on avait une société où les influences extérieures n'existaient pratiquement pas. Sauf à travers peut-être 2 ou 3 disques musique que des étudiants apportaient, où on parlait de jazz, on parlait de les nouvelles musiques, rock and roll, etc. Mais c'était une société, voilà, c'était une société qui vivait sous
sur ces dotations. C'est pas pour production et acquis, etc. Sur du local. À l'heure actuelle, nous ne sommes plus dans la même situation. Ça a commencé dans les années, d'ailleurs, 80. etc. Oui, les millennials. Mes enfants, quand ils sont nés, la télévision commençait à 4 heures. De l'après-midi, quand ils ont grandi, la télévision était toute la journée. Mais le système. C'est pour ça qu'on n'est plus du tout dans le même contexte. Et on ne peut pas avoir le même type de jeunesse non plus. Non, pas le même type de jeunesse. Justement, c'est que moi, je posais cette question parce que souvent, quand j'entends des jeunes qui parlent entre eux, et puis le sentiment que j'ai, c'est que souvent, ils pensent que le monde a commencé le jour J qui fut le leur. Exactement. Mais le monde a existé avant. Bien sûr. Il y avait, avec ses appréciations, avec les points de critique aussi. Et puis surtout, moi, je pense à nous, notre génération post-30 glorieuse, comme je le dis souvent, mais nous ne laissons pas toujours de bonnes choses pour cette jeunesse, hein, parce que nous n'avons pas connu forcément ces problèmes écologiques et environnementaux. Mais là, nous n'avons pas connu, rappelez-vous, les problèmes d'argent, de monnaie, tout ça. Maintenant, bon, c'est la modernité, tout est bancarisé, oui, mais à l'époque, je me rappelle, je voyais des gens qui allaient dans la petite maison pour toucher leur sous, leur salaire, et personne ne les attaquait. Voyez-vous, mais quand vous parlez ça des fois à un jeune, mais il ne comprend pas. Vous savez, autour des champs de canne, chez les trucs, mais on payait les quinzaines. C'était le samedi, quinzaine, où les gens allaient chez nous. Voilà, c'était la vie qui était comme ça. Et puis, je pense aussi souvent, quand j'entends dans notre système actuel, même nos collectivités, vous savez, maintenant, il y a un dispositif, ce n'est pas la même époque, hein. Un jeune qui part maintenant, qui va en France, il y a combien? La possibilité d'avoir 15 000 euros, combien? C'est 15 000 euros, combien? Oui, 15 000 euros pour l'accompagnement de la collectivité. Et je disais à un jeune, mais à notre époque, c'était pas comme ça, hein. Non, mais je crois qu'il faut limiter. Moi, je ne sais pas. Je disais que ce n'était pas nostalgique. Je ne suis pas nostalgique de rien du tout. Mais je crois surtout qu'il faut vraiment limiter les comparaisons parce que comparaison n'est pas raison, comme dirait notre ami collègue. Ce qu'il faut bien comprendre, et je dis ça beaucoup, j'ai affaire beaucoup avec des jeunes et je rentre dans l'art. Je négocie rien avec les jeunes d'aujourd'hui. Parce que bon, parce que chaque génération a son cœur de cible. Bon, la génération de mon papa, c'est 39-45, c'était pas mieux. Hein, il a débarqué dans les Dardanelles, etc., etc. J'ai un oncle, ses 20 ans, c'était la guerre d'Algérie. Il était gna. Moi, mes 20 ans, c'était mai 68. Bon, ça va, c'était sympa, la fleur au fusil. Les 20 ans des gamins maintenant, c'est maintenant. Ils ont les moyens, je ne peux pas imaginer, de faire face avec leur cohérence, avec leur contexte, leur conjoncture, aux problèmes qu'ils ont d'aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne veux pas substituer toujours pareil les outils qui vont servir à moi. Attends, je suis désolé, mais je ne vais pas pleurer sur mon sort. Mais enfin, j'ai fait des journées de 14 heures de travail pour payer mes études. Comme tout le monde, je commençais le matin, je distribuais des trucs dans les kiosques, mettre des journaux. Ensuite, j'étais pion. Ensuite, j'étais pion. Ensuite, je travaillais à l'usine. Ensuite, j'étais facteur. Enfin, bon, à Poté-Manèvre. C'est à chaque personne de Poté-Manèvre avec les moyens de son machin. Et c'est ce qui m'a fait. Donc, le jeune d'aujourd'hui, d'accord, il a quand même un environnement qui est le sien, pour lequel il a les codes d'accès que peut-être moi j'ai plus. Je prends l'exemple avec Internet, connexion et compagnie. Je commence à être largement dépassé par ça, mais lui c'est son monde. Alors à lui d'aller avec ce monde-là, il ne retourne plus pleurnicher sur des jeunes qui se battent, qui apprennent à se battre avec les outils de leur génération. Oui. Quand on entend, je te laisse pareil aussi, hein, quand on apprend ce qui s'est passé, je crois que c'était, enfin l'affaire qui a été jugée en partie récemment. Alors quelle question ça suscite chez vous, des interpellations? Moi je comprends rien quand une jeune fille, dit-on, qui a tiré sur sa maman, dit-on. Moi, je pense que c'est quand même exceptionnel et il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est exceptionnel. Un matricide, c'est exceptionnel. C'est toujours arrivé une fois de temps en temps. Il ne faut pas partir, je pense, qu'il ne faut pas partir de ce cas-là. Est-ce l'échec de la famille? Non, c'est plus compliqué. Il ne faut pas partir de ce cas-là, aussi dramatique qu'il soit, pour poser l'anathème ou poser une interprétation globale sur la jeunesse. C'est un cas qui reste une rupture de rationalité, ce cas de dire, et on ne peut pas généraliser au-delà de ce propre cas. Ce n'est pas tous les jeunes maintenant. Il y a beaucoup de violence chez les jeunes. La violence est devenue un mode relationnel. Mais bon, la violence maintenant, elle est interpersonnelle et elle est chez les jeunes. De notre temps, c'était par rapport au système, par rapport à la société, parce que la société de caste, elle était aussi très violente. Hein, mais ça a changé. Mais ce n'est pas à partir de l'actualité d'aujourd'hui
qu'on peut généraliser, jeter l'anathème sur toute une population. Raymond Amaï, vas-y. Oui, alors, pour ce qui concerne la jeunesse, là, j'ai parlé tout à l'heure un peu de moi, de l'époque. Et je suis un peu du même avis que Raphaël et notre ami René. Aujourd'hui, la jeunesse, son problème, ou alors ça, leitmotiv, si vous voulez, c'est de tout et tout de suite. Et c'était ça, toute la différence avec nous, où il fallait, comme disait Raphaël, il fallait porter manœuvre pour faire plusieurs choses pour arriver à coller les deux bouts. Et très bien que mal, et on n'y arrivait pas toujours, mais en fait, des fois, on arrivait à s'en sortir. Aujourd'hui, c'est tout et tout de suite. La jeunesse a tout ce qu'il faut à disposition aujourd'hui pour réussir. Maintenant, il y a une politique d'ensemble qu'il faut effectivement mener, l'impulsion de la région, du gouvernement, mais il y a tout avec les moyens qu'on a pour porter manœuvre, je dirais même plus, et pour réussir même plus facilement, parce qu'il y a des aides, ce qu'on n'a pas connu, ni aide pour aller pour faire des études, ni aide si on est tombé malade, ni aide pour, je sais pas moi, voyager. Donc on n'avait pas ça de notre temps. Aujourd'hui, ça existe. Il y a des enveloppes qui existent pour ça. Et pour pouvoir se rendre performant tant en Guadeloupe qu'en France ou à l'échelle internationale. Oui. Il y a des moyens pour ça. Il y a des études qui sont payées. On ne paie pas pour faire des études. On ne paie pas pour faire des études. Ça a toujours un coût. Mais par rapport à notre période, c'est quand même largement plus facile. Et je dirais pour terminer, la jeunesse est tombée dans une sorte de facilité, ce qui crée la violence. Oui. Jade, par exemple, et une sorte de facilité, il faut tout et tout de suite. On veut de l'argent, on n'a pas d'argent, on ira peut-être voler, on ira vendre des produits illicites. Il faut avoir tout et tout de suite. Et on parle aussi, c'est un autre sujet, au niveau des... Il y a les femmes, il y a les hommes, mais on parle de... C'est un petit peu dans le même ordre d'idée, de femmes potomitans. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est fini. Les dernières femmes potomitans, c'était l'époque de nos mamans. Il y a un discours aussi. Après, il ne faut pas dire il y a des femmes qui disent je suis potomitan, ça n'existe plus. C'est l'État qui est potomitan. Non, l'État n'est pas potomitan quand même. Il y a un discours qui était des discours d'époque, mais ce que je voulais dire quand même par rapport aux jeunes, ce qui est très difficile maintenant, et ça je le constate tout le temps, c'est que par rapport à ce que tu dis, tout est là. Tout est disponible. On est dans le village planétaire, on est dans le marché. Sauf qu'il faut avoir les codes d'accès. Or, le problème des jeunes maintenant, c'est qu'ils n'ont pas la culture de l'engagement, de l'implication. Et des fois, ils n'ont pas suffisamment de culture pour comprendre comment faire, pour avoir les codes d'accès, pour accéder à. Alors que nous, c'était direct. Le travail, j'ai travaillé, j'ai obtenu tout de suite un certain résultat que j'ai pu transférer à d'autres domaines. Aujourd'hui, tu peux être très intelligent, tu peux être très doté de tout ce que tu veux. Si tu n'as pas les clés, les codes d'accès qui sont culturels, et aussi de la méthodologie de soi, l'engagement, l'implication, tu n'iras nulle part. Et surtout, tu dis aussi aux jeunes qui nous écoutent, l'instruction, tout ce qu'ils ont pu faire, ce n'est pas forcément ça la réussite. C'est un élément au service de la réussite. Vous pouvez une tête à fait, si vous les jeunes, si vous ne pouvez pas quoi au travail, ou à pas un coup de dit. Faut d'abord dire. Il faut se fixer des objectifs. Ou des objectifs. Alors on termine avec René. Oui, enfin, par exemple, si vous terminez, bon, à part, si vous voulez, à part, il y a envie de parler de l'autre problème, un problème plus particulier, Timoun là, Jacques. Oui. Tout simplement parce que Timoun là, ça, famille est très proche de moi. Ah bon? Donc, on n'a pas envie de parler de problème là, ça. Et on ne veut pas que nous, à Timoun là, si vous voulez. Entaché de. Non, mais vit une sorte de non égal matricide. On veut pas c'est évident. Entaché du. Bon, c'est un problème très complexe, très particulier qui, si vous voulez, qui fait partie des cas à part. C'est exceptionnel. Pas adopté. Bon, ça qui est, il faut bien garder au mitin. Jeunesse là que nous n'y là, il connaît nous. C'est-à-dire qu'en réalité, ça commence dans les pays, il va apprendre à travers l'école. Il apprend à l'URB. Dans la société. L'université des rues et des boulevards. Et il ne va vivre le même type de société là que nous connaissons. Oui.
Ça qui a fait qu'effectivement, logiciel en nous et méthode de pensée en nous et tout ça, qui était très social d'ailleurs, qui était très... Il n'y a pas ni même type de logiciel là, ça. C'est un problème de logiciel. Il y a un logiciel en plus qui a trouvé, si vous voulez, en piste de... Ça a été péni des familles, mais parole la famille là, de plus en plus rétrécie par rapport à toutes les influences extérieures organisées. Donc, il n'est pas dans les mêmes, si vous voulez, problématiques, dispositions et logiciels que nous tenons. Ça, c'est un premier bitin. Deuxième bitin, c'est que si vous regardez bien, là, on va parler de jeunesse, nous avons parlé de... C'est là qu'il y a les moyens, qui te rappellent les moyens pour permettre, etc. Nous toujours un paquet qui laisse pour compte. Hein. L'école là laisse aussi tout enfin l'école là on dit pourquoi l'école là, parce que l'école là d'être potomité en société, hein, en ce qui concerne l'éducation, la formation, les connaissances, laissons un paquet aussi sur le bord du chemin. Si bien que on a des types de jeunesse qui a réussi et qui ont une vision très internationaliste, oui. Et qui n'ont pas une vision obligatoirement liée encore au local, hein, aux problématiques actuelles. Et on a d'autres jeunesse qui a retrouvé en plein dans les problématiques actuelles, mais qui pas les problématiques que nous connaissons, qui liées à chômage, à tout ces bidons ça. Donc, si vous voulez, c'est des logiciels totalement différents. Et il faut nous garder tout type de jeunesse là, ça, alors on ne peut pas parler d'elle. Voilà, eh bien, on a bien échangé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, chers amis, beaucoup. Cette émission se termine. Hein. Alors, à l'attention des téléspectateurs, vous avez l'adresse email ecoclub97@gmail.com inscrit sur votre écran. Vous pouvez nous poster vos commentaires. Ils seront donc des bienvenus. Et puis, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, mais également sur YouTube. Hein. Vous connaissez le chemin, vous êtes familier à cela. Là, alors, la retransmission de l'émission, on peut dire, hier, à la fois dernière, c'était 5h30 du matin, mais lundi matin, 5h, on peut penser 5h45, je crois. Non, 5h30. 5h30, 5h, on va ici. La retransmission, c'est donc à 5h du matin, demain, lundi matin. Je commence des fois à 4h45, 5h, mais demain matin vers 5h. Et on vous dit de passer un bon dimanche et à dimanche prochain. Merci. Merci. Mais si nous avons un débat, le problème à la jeunesse, là, qu'on va parler.